Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado L'État du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon en France. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Toujours dans le sud de la France, à Pau. Le seul petit problème ici, c'est qu'il pleut très, très souvent. On ne peut pas dire qu'on voit le soleil tous les jours. Mais en même temps, je regarde la température à Montréal où il fait C'est -20 depuis un mois. Alors, je me dis que j'ai bien fait de venir m'installer à Pau pendant un certain temps. bon. Ben écoute, cette semaine, je pense qu'il faut inévitablement parler du discours de Mark Carney Ah oui, à Davos parce que c'est vraiment the talk of the town. Tu me disais avant qu'on oui, commence à enregistrer qu'il y a vraiment une Carney manie en France. Tout le monde en parle sur les plateaux de oui, télévision. Moi aussi, je peux dire cette semaine à mon université, tous mes collègues, des étudiants, venaient me parler, venaient me demander ce que je pensais de son discours. Donc, on n'a vraiment pas le choix, là. Ça va être, en fait, c'est le sujet de conversation de l'épisode aujourd'hui, qui va quand oui, même nous amener à parler aussi, comme je le disais la semaine dernière, du livre de Dominique de Villepin. Puis je trouve que ça fait une oui, très bonne transition parce que, je veux dire, le regard, la vision qu'il porte sur l'évolution du monde d'aujourd'hui est très, très, très similaire à celle de Carney. Puis, en quelque sorte aussi, les solutions qu'il propose sont aussi très proches de celles de Mark Carney. Donc, écoute, je te laisse aller, que tu OK. puisses nous résumer, pas nous relire son discours, mais identifier peut-être Oui, les points principaux, puis on pourra en discuter. tout à fait. Alors, laissez-moi quand même répondre à deux points ici. Un de nos téléspectateurs, auditeurs a envoyé une question et je voudrais lui répondre. Il a demandé est-ce que le Canada pourrait faire partie d'une OTAN européenne? Et je répondrai très laconiquement oui, il pourrait en faire partie. euh, Si on l'invitait, bien sûr, à se joindre. Et je pense que tout ce que fait Carney depuis un mois va dans cette optique-là, puisqu'il veut renforcer les relations politiques et militaires avec l'Europe. Donc, ce serait assez naturel qu'il joigne une OTAN européenne. La deuxième raison, c'est aussi pour ne pas se retrouver seul face aux États-Unis, parce que ça, c'est le grand non-dit de notre participation à l'OTAN actuelle depuis 1949, c'est que lorsqu'on se réunit à 32 autour de la table à Bruxelles, ben, le Canada n'est pas tout seul. Il y a d'autres partenaires qui peuvent faire contrepoids à la puissance américaine. Il ne faut pas se faire trop d'illusions là-dessus, mais quand même, diplomatiquement, ça peut être d'un certain intérêt. Mais Donc, vous, mais je te pose une question, parce qu'on t'a déjà évoqué cette phrase-là. Je pense pas que les États-Unis seraient prêts à risquer Washington pour défendre Riga. oui, Est-ce que les Français seraient prêts à risquer Paris? Est-ce que les Britanniques seraient prêts à risquer Londres pour Petawawa? non. À mon Voilà. avis, ça vaut dans un sens comme dans un autre. Mais l'appartenance du Canada à une OTAN européenne, ben, c'est pour montrer qu'il y a une solidarité. C'est sûr que c'est très politique. Même l'OTAN actuelle, c'est d'abord et avant tout une organisation très politique qui est fondée sur la confiance. Moi, j'ai jamais cru en l'article 5 qui dit que une attaque contre un, c'est une attaque contre tous et que tous vont venir au secours de un. Je pense que tu as bien résumé la chose. Voilà. C'est la seule question à laquelle tu voulais répondre? Oui, Oui, d'accord. oui. Alors, je continue sur Mark Carney. Donc, avant d'aborder le discours de Davos, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que notre premier ministre est l'objet d'une carnémania depuis quelque temps. En fait, depuis son discours de Davos, mardi le 20 janvier, mais même avant ça. Parce que si vous vous souvenez, pardonnez-moi, Mark Carney, lorsqu'il a été élu Premier ministre en mars l'année dernière,
était d'abord un homme connu des élites européennes et françaises en particulier, puisqu'il a été gouverneur de la Banque du Canada et gouverneur de la Banque d'Angleterre. Donc, c'était un personnage de la mondialisation qui se déplaçait d'un pays à un autre avec beaucoup d'aisance et qui était un bon connaisseur de la société internationale. Quand il devient Premier ministre, il hérite d'une patate chaude, c'est-à-dire les menaces de Trump de faire du Canada un 51e État. Alors, ça lui vaut tout de suite non seulement la sympathie des Européens, mais surtout l'attention des médias européens. Et en plus, Carney décide que son premier voyage officiel sera pas aux États-Unis, mais sera en Europe et pire encore pour les États-Unis, en France, avant même d'aller en Angleterre. Donc, je pense que Carney, le français, a fait ses marques dès l'année dernière. On a beaucoup parlé de ce voyage et on a surtout beaucoup parlé de ses intentions de construire des ponts sur les questions diplomatiques, politiques et militaires. Et ça s'est concrétisé, tu t'en souviendras, avec la reconnaissance de la Palestine Mhm. comme État, en même temps que la France, le Royaume-Uni, l'Australie et bien d'autres pays. Donc déjà, Carney, quand il arrive à Davos, il n'est pas un inconnu pour l'establishment politique, intellectuel, journalistique. Ouais, Euh, les liens avaient déjà été tissés depuis son arrivée au pouvoir il y a à peu voilà. près 9 mois. Oui, oui. Pour un leader canadien, à part peut-être Justin Trudeau dans ses premières semaines, premiers mois, parce qu'il était un chic type, joli garçon, etc. Il disait les mots qu'il fallait dire pour passer très bien. Mais Carney Il y a quand est même, arrive avec un fond, c'est ça, hein. avec la substance, hein, tandis Il y que a de la l'autre, substance. c'était que de la parure, hein? C'était de la parure. Et donc, Carney arrive à Davos et il va faire un discours. Et j'ai remarqué, ce jour-là, je cherchais sur les chaînes d'information en continu l'endroit où on allait diffuser le discours de Carney. Et je ne l'ai pas trouvé. Parce qu'évidemment, personne ne s'attendait en France à diffuser le discours d'un premier ministre canadien, ne sachant pas quelle était la substantifique moelle de ce discours. Et c'est seulement après le discours, alors que tout le monde entendait les ovations debout, que je crois que les journalistes et le monde politique et d'autres se sont réveillés en se disant, il vient de se passer quelque chose ici. C'est ça. Il avait, comme on dit, il avait déjà tissé les liens depuis 9 mois avec les dirigeants politiques européens, mais il n'avait pas Ouais. encore percé la muraille de l'ignorance journalistique. Puis là, cette semaine, il est véritablement passé à un autre niveau. Là, et évidemment, les gens ont demandé le contenu de l'article, du discours, ont réécouté une partie du discours pour se rendre compte que là, c'était un véritable choc. Parce que si ça avait été Jean-Luc Mélenchon, personne ne se serait surpris de la nature Exact. du discours. Mais là, on a le premier ministre canadien qui d'habitude est assez, entre guillemets, servile envers les Américains et qui décide de frapper fort sur les Américains, mais aussi sur l'ordre international libéral fondé sur des règles auxquelles il ne croit plus. Et j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, on a assisté dans les 24-48 heures qui ont suivi ce discours à une véritable carnémania où là, les grands journaux ont publié soit des extraits, le journal Le Monde, une page complète, c'est très rare qu'un discours d'un politicien fasse l'objet d'une telle présentation. L'hebdomadaire Le Point, lui, a mis en ligne la totalité du discours. Les émissions d'affaires publiques ont ouvert sur ce discours. Les bulletins de nouvelles en ont parlé.
Hier, donc nous enregistrons dimanche matin, hier samedi, la chaîne LCI, qui est une des grandes chaînes d'information en continu, a consacré une demi-heure aux convoitises américaines sur l'Alberta. Donc là, c'est plus simplement le Canada, un morceau du Canada peut-être. Peut-être qu'ils vont jeter leur dévolu sur le Québec, on ne sait pas. Alors, le discours de Carney a alimenté la discussion, évidemment, sur le Canada, mais sur l'ordre international actuel. Donc voilà pour la Carney-mania qui, à mon avis, va se poursuivre parce Mhm. que il est comme devenu la référence en relations Ouais. internationales. Puis, Chaque, ouais, ouais, puis je dirais quelque chose aussi, peut-être la raison pour laquelle il y a une carnémania, puis son discours a eu tellement d'impact, en tout cas, c'est ce qu'on raconte, est-ce que c'est vrai? C'est pas un discours qui a été écrit par un fonctionnaire ou des fonctionnaires avec voilà, la langue de bois bureaucratique où on fait attention à tout le monde. C'est lui qui l'a réécrit c'est lui lui-même. qui l'a Donc, écrit. c'est vraiment le fond de sa pensée. Puis, c'est malheureux parce qu'en réalité, lorsqu'on pense aujourd'hui aux politiciens, combien de politiciens écrivent encore leur propre discours ou des discours Ouais, dont ils veulent vraiment qu'il y ait un impact? On se souvient des ouais, discours de Churchill et des comparaisons ont été faites aussi entre Carney et Churchill. Je ne sais pas ouais, si la comparaison tient la route, mais au moins, on ouais, sait que Churchill écrivait ses discours lui-même, puis c'était le ouais. fond de sa pensée. Donc, en tout cas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Carney, au moins, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir une réflexion profonde sur Voilà. le monde d'aujourd'hui. Voilà. Et je peux te dire, pour avoir été le rédacteur de discours de Stéphane Mhm. Dion, que Dion écrivait aussi une partie de ses discours. Alors moi, j'en ai écrit plusieurs, mais il tenait beaucoup à en écrire certains. Alors, qu'est-ce que c'est que ce discours? Eh bien, moi, j'ai circonscrit trois éléments Mhm. essentiels de ce discours. D'abord, un regard sur l'ordre international fondé sur des règles. Deuxièmement, il faut proposer autre chose que le multilatéralisme actuel. C'est pas de le démolir, mais c'est de l'améliorer. Et puis, troisièmement, mettre l'accent sur la souveraineté et le respect de l'état de droit. Alors, tu auras certainement noté autre chose pour compléter Mhm. ma présentation. Alors, évidemment, Carney ouvre son discours avec des déclarations choc où il dit, et je le relis, pendant longtemps, le Canada, le monde occidental et d'une certaine façon le monde on a prospéré grâce à ce que nous appelions l'ordre international fondé sur des règles. Nous avons adhéré à ces institutions, vanté ses principes et profité de sa prévisibilité. Grâce à sa protection, nous avons pu mettre en œuvre des politiques étrangères fondées sur des valeurs. Et là, le coup de poing arrive. Nous savions que l'histoire de l'ordre international fondé sur des règles était en partie fausse, que les plus puissants y dérogeraient lorsque cela leur convenait, que les règles entourant les échanges commerciaux étaient appliquées de manière asymétrique et que le droit international était appliqué avec plus ou moins de rigueur selon l'identité de l'accusé ou de la victime. Donc ça, c'est la première salle. Déjà, Ouais. qui cadre, qui cadre le discours. La question que j'ai par rapport à ce propos-là, c'est depuis quand? Cette Ouais. illusion du droit international qui ne fonctionne plus. Est-ce que c'est depuis 1945, lorsqu'il a été Alors, établi, ou il, il identifie plutôt ça peut-être au début des années 2000 avec les événements dont on a déjà discuté? il le dit pas C'est ça, c'est textuellement, pas clair. c'est pas clair là-dessus, il aurait pu le faire.
Moi, je situe cette rupture en 2003 avec la guerre en Irak, C'est parce que ça. là, on a violé toutes les règles, hein. Parce qu'à quelque Alors, part, exactement, je suis d'accord avec toi, parce qu'à quelque part, ce que Carney dit à cet égard-là par rapport au droit international qui s'applique, en fait, c'est une illusion que c'est drôle parce que si tu retournes au discours de Vladimir Poutine à Munich en 2007, c'est exactement ce qu'il disait. Donc, oui, je veux dire, c'est un constat qui y a pas, j'imagine que il y a pas. Carney n'aimerait pas être comparé à Non, non, c'est sûr, Poutine. mais si on Mais ça prend. serait bien de faire l'analyse Ah des deux oui, oui, oui. discours. Ah oui. Exactement. Parce que Poutine reproche exactement aux Américains, vous nous avez donné l'illusion après 1991 d'un ordre international fondé sur des règles respectées par tous. Puis là, ce qu'on se rend compte depuis 99, le Kosovo, puis 2003, c'est que les règles doivent s'appliquer aux autres, mais elles ne s'appliquent pas à vous. Donc, dans un monde comme celui-là, on ne peut pas dire qu'un ordre international, qu'un système de droit international, lorsque certains, les plus forts, peuvent y déroger sans qu'il y ait la moindre conséquence. Alors, deuxième affirmation de Carney, c'est de dire que, il veut rester fidèle à nos principes quant à nos valeurs fondamentales, deux points, la souveraineté et Ouais. l'intégrité territoriale, l'interdiction du recours à la force, sauf dans les cas prévus par la Charte, et le respect des droits de la personne. Ce qui m'a amené, moi, à écrire un texte dans le Devoir cette semaine pour dire, voilà pratiquement une main tendue au Sud global qui répète ça, peut-être pas sur les droits humains, parce qu'on connaît les violations massives qui se déroulent dans une bonne partie de ces pays-là, mais ces pays-là, depuis la conférence de Bandung en 1955, qui a réuni ce qu'on a appelé longtemps les pays non alignés, réclament le respect de cet ordre-là, puisqu'ils ont signé eux aussi la Charte des Mhm. Nations Unies, mais qu'à chaque fois, les pays occidentaux et les Russes aussi, Union soviétique slash Russie, ont violé Ah oui. ces principes-là. Donc, c'est, à mon avis, le deuxième élément de ce discours. Le troisième élément, c'est l'ordre international nous a bien servi, mais c'est une illusion et le multilatéralisme est fragilisé par le comportement des grandes puissances. Alors, il propose un nouveau multilatéralisme avec le support, l'appui de ce qu'il appelle les puissances moyennes et petites. Il inclut la France dans les puissances moyennes. Moi, j'estime que la France est toujours une grande puissance, fait partie de ces 5 ou 6 pays qui sont des grandes puissances, compte tenu des éléments de puissance qu'elles ont. Mais en tout cas, ce qu'il dit pour revigorer, renouveler le multilatéralisme, c'est une nouvelle approche qui consiste à établir des coalitions efficaces en fonction des enjeux entre partenaires qui partagent suffisamment de points communs pour agir ensemble. Et ça veut dire étendre cette coopération au-delà du monde occidental pour aller justement vers ces pays du Sud global. C'est, comme je le mentionnais peut-être la semaine dernière ou il y a 2 semaines, un renversement par rapport à la stratégie ou à la doctrine de Chrystia Freeland, qui Mhm. était plutôt engagée dans la construction de forteresses avec les démocraties, les régimes Ouais, autoritaires, puis ceux qui étaient entre les deux. Est-ce qu'on allait leur parler ou pas leur parler? C'était une espèce de bricolage intellectuel qui n'a pas tenu très longtemps, puisque même Biden n'a pas adhéré ouais. à ce genre de choses. Donc voilà les 3 éléments Mhm. que j'ai retenus dans le discours et qui ont provoqué ce choc mondial, pas seulement français. En France, bien sûr, Alors, puis je vous le les gens aiment dis, les idées. mais je vous dis ici en Arménie, ça a été le Voilà, sujet de la semaine, là. Donc, voilà. Et je pense que c'est partout. exactement. Ouais. Peut-être un peu moins dans la presse américaine.
ils ont pas, Mm. ils ont pas diffusé le discours en Non. direct. Ils en ont pas publié de larges extraits. Mais bon, ce qui est important, c'est son impact en Ouais. Europe et à travers le monde. Ouais. Voilà, mon cher. Ben, écoute, moi, ce que je dirais par rapport à son discours, encore une fois, il a le mérite d'avoir une vision, sa propre vision, de l'exprimer, Mhm. une vision qui est extrêmement claire sur l'évolution du monde d'aujourd'hui, avec laquelle je suis parfaitement en accord, probablement toi aussi. En fait, je pense pas qu'il y a même pas matière à discussion. On vit dans une espèce de monde de néo-impérialisme où les règles qui s'appliquaient, qui auraient dû s'appliquer dans le passé, clairement maintenant, ne s'appliquent plus. Euh, Maintenant, je vais être un petit peu plus critique parce que bah, moi, j'ai lu son discours en anglais, tout simplement parce que je travaille quotidiennement en anglais, puis mon cerveau fonctionne peut-être davantage en anglais qu'en français. Donc, c'est ce qu'il appelle dans son discours le value-based realism, donc son Mhm. réalisme basé sur le respect de certaines valeurs. Puis c'est là où je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie, parce que il dit clairement, comme tu l'as rappelé, les principes qui sont fondamentaux pour le Canada, qui doivent être au cœur de sa politique étrangère: respect de la souveraineté des États, respect de l'intégrité territoriale des États, recours à la force Ouais. uniquement lorsque c'est validé par le Conseil de sécurité des Nations unies, Et alors qu'il vient de dire dans quelques minutes auparavant que ce système-là ne fonctionne plus, là. Donc, c'est mhm. difficile de voir comment le Canada peut développer une politique étrangère qui s'appuie en très grande, en tout cas, la souveraineté et l'intégrité territoriale. Je pense qu'on se rend compte depuis le 3 janvier 2026 que ça veut plus dire grand-chose. Les menaces américaines sur le Groenland, c'était des menaces clairement contre la souveraineté du Danemark, et aussi non-recours à la force lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies n'est pas en accord. Je veux dire, ces principes-là aujourd'hui, puis encore une fois, il l'a dit quelques minutes auparavant, ça n'existe plus, c'est des principes qui sont plus respectés. Donc, fonder la politique étrangère du Canada sur des principes qui sont plus respectés, je veux dire, moi, je me pose réellement la question, est-ce que ça fait du sens? Mhm. Puis l'autre élément, ben, c'est respect des droits de l'homme. Ouais. Très bien, d'accord. Mais la semaine passée, il est en Chine puis au Qatar pour signer des accords commerciaux. Maintenant, Ouais. la question que je me pose, c'est quoi ce qu'on appelle en anglais le threshold? Donc, Ouais. la ligne où on commence à dire ce pays-là pose des menaces trop importantes aux droits humains, donc on ne doit pas faire affaire avec ce pays-là. Puis en deçà de cette ligne-là, il y a peut-être quelques violations à gauche et à droite, mais globalement, ça ne devrait pas nous empêcher de faire du commerce avec ces pays-là. Donc, en tout Mhm. cas, s'ils décident de faire du commerce, signer des accords commerciaux avec le Qatar et la Chine, en sachant très bien ce qui se passe dans l'ouest du pays avec les Ouïghours, ça a été discuté longuement à la Chambre des communes au cours des dernières années, ben, il faut croire que sa conception des droits de l'homme se situe à un niveau, ma foi, qui va empêcher le Canada simplement de faire des affaires avec quoi? Avec La Corée du la Nord, Corée du Nord, puis le Turkménistan, l'Iran, puis l'Iran. Donc, voilà. ça veut dire qu'en termes de politique internationale basée en partie sur le respect de certaines valeurs, ça veut dire que ce pas des valeurs qui valent cher la tonne. Hein? Maintenant, ce qu'il dit dans le discours, c'est que il veut prendre le monde tel qu'il est, pas tel qu'on l'imagine. Donc déjà, il tempère les C'est espérances, tu vois. Alors, on a un monde où la Chine et l'Inde, parce qu'il ne faut pas oublier l'Inde dans l'équation Carney, euh, on a la Chine et l'Inde qui seront dans quelques années euh, les premières et deuxièmes, peut-être troisième économies du monde avant les États-Unis. Ouais, puis Alors, c'est quelque chose. un marché absolument exceptionnel. À deux, c'est quoi? C'est Donc, 3 milliards de personnes. c'est 3 milliards. Alors, on ne peut pas contourner ça. Mais, mais c'est ça, Et, mais si tu veux faire preuve de pragmatisme, puis je pense, ouais, en fait, c'est ça, Carney, c'est un pragmatique. c'est sûr. Donc, enrober tout ça, il y a quand même un aspect de valeurs, de normes qui sont fondamentales pour nous. Pas le cas, là. Je veux dire, une semaine avant, t'es en Chine, tu es au Qatar, tu signes des accords commerciaux avec ces pays-là. Tu sais, à un moment donné, je pense que son discours aurait gagné en crédibilité s'il n'avait pas là, utilisé cet aspect-là de valeur, puis c'est important Mhm. pour nous. Parce qu'en réalité,
non seulement sur le plan du droit international, une grosse partie de ces valeurs-là, de ces principes-là, valent plus rien. Puis les actions qu'il a posées quelques jours auparavant montrent qu'il y a une forme d'hypocrisie dans son discours. Ouais. Donc, à quelque part, je pense que la politique étrangère de Carney, la doctrine Carney, ça va uniquement être du pur pragmatisme. Mais on Ouais. s'entend, ça va être facile de dire on ne fait pas d'affaires avec la Corée du Nord puis le Turkménistan parce que c'est des pays qui ne respectent pas les droits humains. On s'en fout parce que de toute façon, on ne fait pas affaire avec eux. De toute façon, on n'a pas de Ouais. compagnie installée là-bas. Ouais. Ce pas des véritables acteurs. Mais un acteur, par contre, comme la Chine, ah ben là, un marché d'1,4, d'1,5 milliard de personnes, ben là, évidemment, pour ça, on va fermer les yeux sur certaines, en fait, plusieurs violations des droits humains. C'est un Mais petit peu ça que je reproche. je pense que Carney ne pouvait pas contourner la question des valeurs parce que c'est une partie du socle électoral Exactement. du Parti libéral, mais aussi de la société canadienne. Oui, puis de ses propres Donc, fonctionnaires aussi à l'édifice Lester B. Pearson. ouais, On sait comment ouais, ça fonctionne, puis il veut pas s'aliéner non plus les gens qui vont mettre en œuvre ouais. sa politique étrangère aussi, là. Mais Euh, je ne suis pas sûr que M. Poilievre aurait fait un tel discours. Mais en tout cas, Lui, il l'a critiqué, oui, ça m'a un petit peu échappé parce qu'avec toute la Carney mania, ouais. on n'a pas vraiment porté attention aux critiques qui ont été Je, qui lui je ont été pense qu'il n'a pas adressées. insisté. Je pense qu'il n'a pas insisté. Parce Non, qu'il non, parce que non, il non. s'est rendu compte qu'il était hors jeu. Oui, oui, honnêtement, oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, Ouais. puis l'autre élément, il dit on doit maintenant lutter. C'est un truc que Dominique de Villepin aussi évoque dans son livre. C'est fondamental maintenant de créer des formes d'alliance. Donc, le Mhm. principal ennemi pour les petites puissances, les moyennes puissances, c'est l'égoïsme étatique. Donc, d'essayer de se dire, bon, ben, les États-Unis se comportent comme ça avec l'Italie, la France, la Grande-Bretagne. Nous, on va être un petit peu plus malléable, on va accepter plus de compromis dans l'espoir qu'on obtienne un traitement de faveur de la part de l'administration Trump. Puis évidemment, dans un système mondial comme celui-là, si les petites et les moyennes puissances essaient toutes de tirer la couverte de leur côté, ben, les grandes puissances impériales vont tout simplement tirer profit de cette division-là. Donc, c'est la vision de Carney, puis je la comprends parfaitement. L'union fait la force. Puis vous Oui. pouvez facilement vous imaginer l'impact que pourrait avoir disons, tu sais, le trois quarts des pays, en fait, les petites puissances, les moyennes puissances, on s'entend, c'est quoi? C'est 80% des, Mhm. des- des pays dans le monde. Ah Imaginez oui. s'il y avait une véritable union de ces pays-là, où ces pays-là se diraient, écoutez, on ne fait que du commerce entre nous, et puis autant que possible, on essaie d'éviter de faire du commerce avec les Américains. Massivement, on boycotte les produits américains. Et là, ça aurait un véritable impact. L'union Ouais. fait la force, ça pourrait avoir un véritable impact sur l'économie américaine et ça pourrait mener l'administration Trump à être obligé de changer son fusil d'épaule. Ça, c'est la, Alors, c'est la vision idéale. Mais mais la réalité maintenant, je connais pas les chiffres complets parce que j'ai pas ça devant moi, mais le commerce sud-sud est devenu plus important que le commerce nord-nord ou nord-sud depuis quelques années. Donc, il y a un changement ici. Ça ne oui. veut pas dire que les États-Unis vont perdre leurs partenaires commerciaux ou que les pays du Sud veulent larguer les États-Unis. Mais dans l'étude que j'ai terminée avec deux autres chercheurs, on se rend compte, par exemple, que certains pays d'Amérique latine ou d'Afrique ou d'Asie en 20 ans, ont changé complètement leur rapport au commerce. Au début, ils avaient essentiellement des relations commerciales avec les pays occidentaux parce que c'était les seuls sur la patinoire, si je peux m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, en 2025-2026, leurs premiers partenaires commerciaux sont souvent la Chine, l'Inde et d'autres pays asiatiques ou moyen-orientaux. Ça, Mhm. c'est quand même assez éloquent comme Oui, oui, changement. oui. Alors, est-ce que ça va se poursuivre, je dirais pas comment, quel serait le mot, on se libère des liens avec les États-Unis.
Ouais. Il y avait un mot en Mm. anglais là-dessus, delinking ou quelque chose comme ça. Ouais, un peu découplé. Découpler Ouais. les économies du Sud des économies occidentales. Mais quand vous avez un continent comme l'Asie avec ses 5 milliards d'habitants qui fait essentiellement du commerce entre eux et aussi avec une partie des pays du Sud global, vous vous posez la question, est-ce que l'Asie devient le centre du monde et l'Ouest la périphérie de Mhm. l'Asie? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Ben, en tout cas, en essayant de capter les ressources pétrolières, en tout cas avec le Venezuela, éventuellement les terres rares au Groenland, les autres ressources naturelles aussi qu'on trouve au Canada, je pense que c'est inévitable, ça s'en vient. La menace d'imposer des tarifs à des pays qui commenceraient à tisser des liens commerciaux avec la Chine, par exemple. On l'a vu, ça a été ouais, la réaction de Trump suite à l'annonce de Carney, l'entente sur les automobiles et la potasse la semaine dernière. Trump a été très clair, là, je vais vous balancer des tarifs à 100% si vous laissez la Chine capter une partie de votre économie. Donc, ouais, je veux dire, l'Empire américain a la capacité de briser cette dynamique-là. ouais, Et là, on en a déjà parlé, Lee Kuan Yew disait toujours, ne nous forcez pas à faire un choix. Là, voilà, peut-être qu'éventuellement, les pays vont être obligés, vont être forcés de faire un choix. Puis je pense qu'on peut penser qu'ils vont faire un choix, un virage davantage asiatique qu'occidental. ouais, Mais c'est ce que je Dans le pense. cas du Canada, par contre, le virage asiatique, il n'y aura jamais lieu, là. Parce que Ben, nous, on peut pas, ben, c'est on est ça, prisonnier. c'est ça, notre politique étrangère, notre politique commerciale est tributaire de notre géographie, là. Donc, Voilà, c'est pour ça que ça prenait, c'était couillonné, ça prenait des couilles de la part de Carney de faire un discours comme celui-là, en sachant très bien que, en fait, il propose quelque chose dont il sait très bien que ça ne pourra jamais s'appliquer à lui ouais, ouais. et à son pays. Donc, il donne la recette. Il est en train de donner la recette. C'est un grand chef qui est en train de donner la recette d'une sauce absolument incroyable à tous les clients du restaurant, mais en sachant très bien qu'il ne sera plus capable de faire de l'argent avec par la suite parce que tu sais, tout le monde va avoir la recette. Ben, c'est un petit peu ça. Puis la Ouais, réaction de Trump, elle a été, ma foi, très claire. Dans le truc, je vous menace vous imposer des tarifs à 100%. ouais. Aussi, je décidais de vous retirer votre invitation à vous joindre au Conseil de la paix. Le On, truc, l'espèce on- de remplacement au Conseil de sécurité des Nations Unies que Trump on a mis en place. Mais tu sais, on s'en c'est, fout pas mal. ouais. Mais en fait, ça me renvoie un petit peu à la citation encore au Forum de Davos de Bart de Wever, le premier ministre belge, que je trouve, en fait, qui reflète très bien la relation commerciale entre les États-Unis et le Canada. Il a dit, les pays aujourd'hui ont deux choix. Un pays a le choix d'être un vassal heureux ou un esclave malheureux. Puis ça me On a renvoie, choisi le premier. oui, c'est ça, mais ça me renvoie à mon point sur l'égoïsme étatique. Oui, sur papier, s'il y avait un front commun de toutes les petites et moyennes puissances contre les empires, ça leur permettrait d'avoir un véritable poids dans la négociation, puis de pouvoir infléchir les décisions des empires. Mais on sait très bien, puis tu l'as dit toi-même, dans le cadre de l'Union européenne, l'Europe n'est pas unie. Et puis Non, les États-Unis en profitent à chaque fois que le Conseil, la Commission européenne, le Conseil des chefs d'État se réunissent ouais. pour décider une politique X ou Y. Vous avez l'Italie, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie qui décident Père Cavalier de faire seul, cavalier seul, de cracher dans la soupe. Puis les ouais, Américains, eux autres, ben, ils sont crampés parce qu'ils profitent de cette dissension-là. c'est Et sûr. puis, si les pays qui entrent en dissension ont la capacité d'avoir un traitement de faveur, ben, inévitablement, ça envoie un message aux autres pays. Donc, à la prochaine décision, si vous avez le moindre malaise, ben, vous savez très bien que vous avez la possibilité de devenir un vassal heureux. Mm. Donc, baissez vos pantalons, vous fournissez le lubrifiant, mais au moins, vous savez que vous allez en bénéficier. Et si vous décidez de maintenir la méthode forte, ben les États-Unis ou n'importe quel autre empire ont les moyens
de vous mettre en situation d'esclavage, puis là, ça ne sera Ouais. pas le fun. Donc, c'est exactement ça. Je vous retire mon invitation à faire part au Conseil de la paix. Je vous menace de vous imposer des tarifs à 100%. C'est ça, là. C'est l'esclavage malheureux parce que les conséquences de tarifs à 100%, là, Maintenant, on peut décider aussi l'escalade. C'est que le Canada va imposer des tarifs de 200% sur les produits américains. Les Américains vont imposer du- 400%. Et puis quand on va être rendu à un chiffre absurde, il y a peut-être quelqu'un qui va dire, bon, là, ça suffit, là, ouais, on revient à une discussion intelligente, c'est là. sûr, mais pour être en Bon, mesure de se lancer dans une escalade comme ça, il faut avoir ouais, les moyens de ses ambitions. c'est Puis, tu sais, sûr, c'est Carney, sûr. c'était en juin dernier, je pense. Il a décidé de mettre un terme à tous les tarifs que le Canada va imposer aux États-Unis, Ouais, sachant très bien qu'à ce jeu-là, on n'avait rien à gagner, là. tout à fait, Euh, tout à fait. Puis ça, puis la réaction de Trump aussi, son discours du lendemain. Ah ben là, J'ai écouté son discours, c'était 1 heure et demie, c'était puis épouvantable. c'est bon, mais c'était pas vraiment cohérent, malheureusement. Voilà, c'était décousu, C'est c'était... ça, mais tu sais, il a rappelé là, au gouverneur Carney que tu sais, fais attention, Mark, le Canada existe uniquement à cause des États-Unis, donc j'espère que tu vas t'en souvenir la prochaine fois que tu vas te permettre de faire un discours. Je pense qu'il a quand même été pris au dépourvu. Il ne s'attendait pas à un discours comme Non, celui-là. Mais on voit là, la réaction commence là. Donc, mais, mais peut-être aussi qu'il a été pris au dépourvu devant la réaction unanime des Européens sur le Groenland, ce qui a peut-être amené à cet accord dont on ne connaît pas tous les pas attendus clair, d'ailleurs, non? c'est pas clair, mais grosso modo, les Américains obtiendraient des bases avec un statut qui ressemble à Ouais. Guantanamo à Cuba, C'est ça, c'est-à-dire une souveraineté souveraineté sur le bout de terrain. en échange d'un certain montant d'argent Voilà, ou de voilà, protéger le territoire gratuitement. quelque Bref, chose comme ça. on va en savoir Alors, davantage au cours des prochaines semaines, là. ouais, ouais. On pourra en reparler. Euh, Voilà, Écoute, très rapidement, je voudrais vous oui, parler du livre de Dominique de Villepin, ouais, qui a été publié printemps-été dernier, Le pouvoir de dire non. Donc, Dominique de Villepin, vous le voyez beaucoup sur les plateaux de télévision en France. Il y a clairement des ambitions présidentielles là, pour ouais. 2027. Il se présente comme étant le dernier des gaullistes. Donc, Dominique de Villepin a été ministre des Affaires étrangères au début des années 2000 sous Jacques Chirac. On s'en souviendra, c'est le fameux discours euh, Aux Nations aux Unies. Nations Unies où la France est officiellement opposée à l'intervention américaine en Irak. C'est un peu un discours qui l'a rendu aussi célèbre que le discours de Mark Carney Ah il y a oui, quelques jours. Ça l'a mis sur la map, puis ça l'a propulsé par la suite. Il est devenu premier ministre dans la dernière partie du mandat de Jacques Chirac. Puis il était à couteau tiré et il est toujours à couteau tiré avec Nicolas Sarkozy, là. Donc, lorsque Sarkozy est devenu président, il est utile de dire qu'il est obligé de faire ses boîtes puis de quitter Matignon assez rapidement. Mais je trouve que ce qui est écrit dans son livre, c'est vraiment en lien avec ce que Mark Carney a dit dans son discours cette semaine. De Villepin, je pense qu'il reconnaît admirablement bien la période dans laquelle on vit aujourd'hui, une forme d'impérialisme 2.0 qui est marquée par une forme de brutalité où le droit international n'existe plus, les règles en place n'existent plus et qu'il voit un système où il y a une mutation, où la souveraineté des États ne veut plus rien dire parce qu'elle est plus protégée officiellement par le droit international. Et donc, la seule manière maintenant de protéger la souveraineté des États, ben, c'est d'utiliser la force également. Puis évidemment, dans un monde comme celui-là, où les petites puissances, les moyennes puissances ont pas développé les outils de leur puissance au cours des 30 dernières années, ben, aujourd'hui, elles sont, ma foi, assez malmenées par les puissances impériales qui utilisent leur force militaire pour pouvoir imposer leur dictat, mais aussi par les tarifs, qui est devenu ouais. une politique, l'exocète, une arme de destruction massive par excellence. Puis, bah, ils discutent là, des raisons de ça.
Puis la première raison, ben, on en a discuté, c'est un peu ce qu'on soupçonne être le moment de la rupture, là, selon Mark Carney, hein, lorsque le système du droit international s'est effondré, c'est la trahison américaine de Mhm. l'ordre post-1991 qu'on a essayé de mettre en place, l'idée du paradigme de la convergence libérale. On va tous faire du commerce ensemble, ça va garantir la paix, parce que si on fait du commerce ensemble, on ne se fera pas la guerre, parce que si on commence à se faire la guerre, tous les avantages matériels qui découlent des échanges commerciaux Mhm. vont disparaître, donc ce n'est pas dans notre intérêt. Et on va aussi mettre en place un système fondé sur des règles qui vont être très claires et qui vont être respectées par tous. Bon, on sait très bien qu'en 99, au Kosovo, les États-Unis se sont passés de l'assentiment du Conseil de sécurité des C'est Nations sûr. Unies. 2003 pour l'Irak, ça a été la même chose. Donc, il reconnaît clairement que ça a été un moment charnière, un moment pivot que, que, que semé le germe de la fin de cette illusion-là, de cet ordre-là. Et puis, il mentionne aussi ben, le fait qu'on se trouve dans un début d'une nouvelle révolution industrielle, la quatrième révolution industrielle qui va être fondée sur l'intelligence artificielle. Et ça crée là, ça crée une nécessité pour la part de ces nouveaux empires-là d'essayer de capter autant que possible les ressources naturelles qui vont être essentielles à- à- à cette révolution Ouais. industrielle-là. Donc, il parle, à cause de ça aussi, c'est un moment où les égoïsmes prolifèrent, puis on voit apparaître une nouvelle géopolitique des matières premières qui s'installe, une nouvelle géopolitique qui est brutale et instable donc, il parle du nickel indonésien, le coltan congolais, le cuivre chilien, autant de nouveaux Eldorado autour desquels s'aiguisent les appétits, se cristallisent les tensions. Puis dans un monde comme celui-là, ben, il évoque aussi les, euh, les canaux, les points de passage Mhm. essentiels que Les détroits. les détroits que les pays vont devoir contrôler pour être en mesure là, de pouvoir échanger d'attirer chez eux ou d'exporter ces ressources-là. Mhm. On en a déjà discuté, le détroit de Malacca, la mer de Chine où les Chinois créent des îles artificielles Ouais. au détriment de la souveraineté des pays limitrophes, les Philippines, le Vietnam, le canal de Panama, Canal de le Suez. canal de Suez, le canal du Nord, le passage du Nord-Ouest Nord-Ouest, dans ouais. l'Arctique canadien. Il dit ça, vous allez voir au cours des prochaines années, des prochaines décennies, c'est là où les tensions régionales risquent d'exploser parce que contrôler ces points de passage-là, c'est en mesure de gagner du terrain sur ses ennemis Ouais. avec nouvelle révolution industrielle-là. Donc, il y a l'idée aussi que ben, c'est la crainte de la pénurie. Puis, donc, ce qu'il affirme, c'est ça. Donc, la crainte de la pénurie, si on ne contrôle pas ces ressources-là, si on ne contrôle pas ces points de passage-là, ben, on va se faire dépasser très rapidement par nos Mhm. ennemis. Puis en termes de révolution industrielle, une fois qu'on est dépassé, on n'est pas simplement dépassé, on est complètement largué. Et puis, c'est extrêmement difficile, voire impossible, d'être en mesure de rattraper ce retard-là. Voilà, donc il explique là, les zones sous tension. Et puis, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, écoute, je pense que je te l'ai envoyé par message texte ou sur Messenger au cours des derniers jours, mais c'est lorsqu'il parle de la souveraineté des États. Mhm. Voilà. Écoute, je pense que c'est un passage là, qui est d'une lucidité, ma foi, exceptionnelle et qui nous montre à quel point, euh, c'est ça, quand on parlait, les gens se moquaient beaucoup de droit international en disant ça n'a jamais été respecté, etc., etc. Mais si la souveraineté des États ou la souveraineté des nouveaux États qui sont créés au cours du 20e siècle, c'est à cause du droit international. Parce qu'il y a des Mhm. gens, des juristes qui se sont assis puis qui ont déterminé comment est-ce qu'on peut reconnaître le principe de l'autodétermination des peuples? Comment est-ce que ça Mhm. peut se matérialiser concrètement? Et c'est là, lorsque les vagues de décolonisation, c'est ça qui a permis à des juristes de déterminer, ben voilà, dans des situations comme celle-là,
le droit à l'autodétermination peut passer par la mise en place, la création d'un nouvel État. Par contre, dans d'autres situations, comme ça peut être le cas du Québec au Canada, ben, le principe de l'autodétermination peut se cristalliser d'une autre façon, par le Mhm. biais de la dévolution de pouvoir, le fédéralisme, etc., etc. Puis, en quelque sorte, le renvoi de 98 de la Cour suprême sur la sécession du Québec, c'est un peu la continuation de ce Mhm. droit-là. Donc, à partir du moment où tout le monde reconnaît ces principes-là, ben, ça donne une clarification, une clarté, pour reprendre les mots de Stéphane Dion, mais une clarté qui nous permet de mieux déterminer si on peut reconnaître oui ou non Un pays. un nouveau pays. À partir du Ouais. moment où vous brisez le droit international, vous agissez de manière unilatérale, ben, vous vous ramassez dans une situation comme celle du Kosovo en 99. Kosovo, Ouais. c'est un nouveau pays reconnu seulement par une partie de la communauté internationale. La moitié. Mhm. Mais l'autre moitié ne reconnaît pas le Kosovo. Non. Puis pourquoi? Et Parce qu'il y a eu un agissement de la part de certains pays qui ont mené à la création de ce nouveau pays-là, mais en rupture du droit international. Puis à partir du moment où vous brisez le droit international, la souveraineté ne veut plus dire la même chose. Mhm. Euh, Puis c'était quelque chose que j'ai dit cette semaine à mon entrevue hebdomadaire à Choix. Et je pense que c'est une question maintenant qui doit être posée aux souverainistes québécois. Parce Mhm. d'une certaine façon, l'idée de la souveraineté au Québec, entre 1945 et dire, 3 janvier 2026, ça signifiait quelque chose. Parce qu'un pays, Mhm. on sait très bien qu'un pays maintenant peut être reconnu si on respecte les critères, etc., etc. Mais si on est dans un monde brutal où les grandes puissances impériales peuvent se permettre d'agir contre n'importe quel autre pays, aller à l'encontre de leur souveraineté, mais ça veut dire quoi la souveraineté? Ça veut dire quoi Mhm. la partition des territoires? Alors que je pense que clairement, on est dans un monde, en tout cas dans le cadre de l'Union européenne, on est dans un monde où l'union fait la force. La création de plus grands ensembles cohérents ou qui peuvent mettre en commun Des ressources. des ressources, leur production industrielle, c'est peut-être ça à terme qui pourrait leur permettre, elles aussi, de devenir des empires qui vont être en Mhm. mesure de concurrencer les autres empires. Donc, c'est pas, le moment n'est plus nécessairement à la fragmentation. Mais bref, il dit la chose suivante, il dit, le monde ne se structure plus selon l'ordre westphalien des États-nations, sur Mhm. l'équilibre fragile des souverainetés égales, parce qu'elles ne sont plus égales des souverainetés. Il s'organise à nouveau selon des logiques impériales. Il s'agit là d'un basculement historique majeur qu'il faut nommer avec lucidité. Nous sommes entrés dans un nouvel âge de fer et non dans un âge d'or tel qu'annoncé par Donald Trump lors de sa seconde investiture. Un monde de puissance continentale, de civilisation arc-boutée, d'empires rivaux, engagés dans une lutte pour l'accès à des ressources désormais rares, escomptant par une stratégie de domination préventive et de suprématie technologique, se prémunir eux seuls de la pénurie en imposant leur hégémonie. Et dans ce monde, l'État-nation, fruit de l'âge des révolutions, semble chaque jour plus vulnérable. Donc, si dans le Mhm. monde Ouais. post-1945, l'ordre international s'est fondé sur l'État-nation, le principe de la souveraineté, aujourd'hui, l'ordre de demain va plutôt se fonder sur les ressources naturelles, la géopolitique des ressources naturelles et des points de passage stratégiques. C'est ça qui va déterminer dorénavant l'action des États. Et puis, on vit dans un monde où des pays peuvent être, un chef d'État peut être kidnappé en pleine nuit Voilà. sans, sans qu'il y ait eu des consultations préalables de manière entièrement unilatérale. Et Ouais. puis, so be it, il n'y Voilà. aura pas de conséquences. Ça, ouais, voilà, pas de conséquences. Voilà. Donc, Non, je trouve que c'est un livre qui est très intéressant. Puis, il appelle lui aussi les pays européens à cesser de faire preuve d'égoïsme national, d'accepter de se mettre en commun, de créer, mhm. de développer des politiques industrielles, militaires, davantage cohérentes, beaucoup plus intégrées les unes avec les autres, pour justement faire face plus efficacement, dans le cas actuel, à l'Empire américain, parce que c'est Ouais. vraiment c'est l'hégémon auquel De Villepin se réfère davantage. Puis Ouais. il faut maintenant ouvrir davantage de commerce avec la Chine. Ouais. Donc, c'est un peu Rappel, la même logique que Carney. que Carney, ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Rappelle le titre pour C'est les gens. le pouvoir de dire non. Ah oui, voilà. Puis c'est ça. De toute façon, si vous ne pouvez pas vous procurer le livre en librairie, Dominique de Villepin,
depuis les derniers mois, donne, ma foi, trois, quatre entrevues. On a l'impression qu'il donne trois, quatre entrevues par jour. Oui, il est Donc, sur YouTube. toutes ces entrevues sont sur YouTube, donc vous YouTube, pouvez les ouais. écouter. Puis, il explique dans ces entrevues-là ce qu'il discute dans son livre. Mais en termes là, d'une personne, un ancien chef de gouvernement qui est en mesure de reconnaître admirablement bien la nouvelle dynamique du monde, je pense que De Villepin euh, Est imbattable est là-dessus. imbattable là-dessus. Puis, dans une certaine mesure aussi, le discours de Mark Carney, comme on l'a dit en début d'émission, lui aussi a une vision très cohérente, très claire du monde dans lequel on vit, et puis qui est très, très, très similaire à celle de Villepin. Donc, c'est une question qui vous intéresse. Je vous invite à lire le livre ou à écouter ses entrevues. Voilà, mon Bon, cher, pour cette semaine. voilà, ben, sur ce, on vous souhaite une très bonne semaine. Écoutez, likez, partagez l'émission, parlez-en à vos amis, abonnez-vous, c'est gratuit. Puis si vous avez des questions, des commentaires, ben, écoutez, écrivez-les dans la section commentaires sur la vidéo YouTube. Et puis, on tâchera là, d'y répondre en début de chaque émission. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Et puis, on se revoit dimanche prochain. Au revoir.